à tous, bienvenue pour ce troisième jour de salon MedAgri et rendez-vous Tech Bio online. Ce matin, nous recevons un partenaire du salon, le syndicat général des Côtes-du-Rhône, représenté ce matin par Denis Guttmuller, qui est vigneron à Sainte-Cécile-les-Vignes et secrétaire général du syndicat général des Côtes-du-Rhône. Bonjour Denis, merci d'être venu jusqu'à nous depuis Sainte-Cécile. Alors, le syndicat, les Côtes-du-Rhône, tout le monde connaît, ici, ailleurs, partout dans le monde. Ce syndicat, qui représente à la fois l'AOC Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône Village, mais également les indications géographiques concernant l'eau de vie et le Mar, regroupe combien de producteurs et sur quel territoire en fait on est ? Alors, on est sur un territoire qui est assez vaste. Les Côtes-du-Rhône, ça s'étend sur 6 départements, 3 régions administratives. Donc, on représente 171 communes pour 40 000 hectares à peu près de vignes. En Côtes-du-Rhône, une trentaine de milliers d'hectares. Côtes-du-Rhône Village avec nom de commune et ou sans nom de commune. 10 000 hectares et on peut rajouter encore l'étage supérieur de la pyramide, ce sont les crues des Côtes-du-Rhône qui représentent à peu près une quinzaine de milliers d'hectares. D'accord. Donc en tout, 55 000 hectares, 4 000 vignerons, 171 communes. En gros, pour 4 000 vignerons, pour donc c'est pas mal. On est sur Vaucluse, Gard, Drôme, Ardèche, Loire et Rhône, Rhône, sur la partie septentrionale de l'appellation. D'accord, donc voilà, on a quand même un sacré terrain de jeu pour les vignerons. Et donc aujourd'hui, vous êtes venu sur le plateau télé de MedAgri pour nous parler de deux choses. Alors, on s'est dit au préalable qu'on allait s'étendre sur le deuxième point, mais quand même, juste un petit mot sur le premier, parce que vous avez mis en œuvre, je dirais, vous avez trouvé la solution pour éviter, en tout cas réduire les contrefaçons en Côtes-du-Rhône, éviter qu'on trouve du faux Côtes-du-Rhône partout dans le monde. Et donc c'est un plan de protection du non-Rhône. Vous pouvez nous présenter un peu l'astuce que vous avez réussi à mettre en œuvre ? Alors, comme tout produit qui a une vocation à se développer ou à se vendre dans le monde entier et qui commence à avoir une certaine reconnaissance, on était de plus en plus exposé à de la fraude de marque, donc des faux Côtes-du-Rhône, des faux vins de la vallée du Rhône. On était sur une problématique assez sérieuse qui commençait à être très dommageable pour notre image. Donc, il y a l'aspect juridique. Oui, parce que le faux Côtes-du-Rhône n'est pas bon. Le faux Côtes-du-Rhône est presque dangereux. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire, parce que souvent c'est sans rire. Ça peut parfois être mais dangereux parce que les produits à l'intérieur sont vraiment pas des choses. On peut retrouver de tout et c'est effectivement dangereux. Donc, pour protéger notre marque et nos consommateurs, on a mis en place, on propose à nos adhérents ce qu'on appelle un timbre de garantie. C'est en fait un genre de sticker qu'on met sur la bouteille et qui permet de certifier la véracité du produit. C'est-à-dire que c'est un vrai produit Côtes-du-Rhône. On a une très bonne traçabilité. Tout le système repose sur une traçabilité totale, c'est-à-dire que l'opérateur qui met en bouteille, qui veut protéger une partie ou toute sa production, il indique par exemple que sur ma cuvée X, j'ai mis le timbre numéro 120 001 jusqu'au timbre 128 000 machin. Et tout ça, c'est enregistré. Et donc on sait. Et ensuite, n'importe qui pourra dans le monde, un consommateur, flasher le code pour être sûr que ce code correspond bien à une bouteille qui a été mise en bouteille par un producteur de Côtes-du-Rhône. Voilà. Et il y a aussi le deuxième effet, c'est-à-dire tout ce qui est douane et fraude peuvent utiliser aussi un système de lecture qui sera beaucoup plus poussé. Ce qui leur permettra aussi de faciliter les contrôles. Tout à fait. Donc ce système, parce qu'il n'y a pas que le système, il n'y a pas que l'action protection de la marque, ça peut aussi avoir une approche commerciale. C'est-à-dire que on peut apporter à nos consommateurs des informations qu'ils pourront lire directement en flashant le QR code. C'est-à-dire que ce QR code, aujourd'hui, certifie, on est bien sur un vrai Côtes-du-Rhône. Peut-être que demain, on y trouvera d'autres informations. Alors, dès maintenant, l'opérateur qui choisit cette démarche-là peut faire un lien entre le clic
le clic le clic du consommateur vers son site internet, par exemple, ou un site institutionnel des Côtes-du-Rhône. Et ce qui est très intéressant pour l'opérateur, c'est qu'il sait qui a cliqué dans le monde. Enfin, il sait où a été cliqué, où ont été demandées des informations sur son produit. Ah, donc en plus, ah oui, non. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui vend, par exemple, qui vend des vins en Chine, dans une certaine région chinoise, s'il voit que beaucoup de ces vins sont cliqués dans une autre région dans laquelle il n'est a priori pas distribué, il se dit, bah, tiens, il se passe des trucs. Il se passe des choses, donc peut-être qu'il faut que j'aille prospecter là-bas parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à mon produit par là. Ah, voilà, ça peut être un outil alors de développement commercial. C'est ça. Bon, écoutez, le timbre, le consommateur, lui, le trouve dès maintenant sur sa bouteille. Il peut le trouver. Après, c'est circulation avec ce timbre. Oui, ça a été mis en place fin d'année dernière, donc ça commence juste. Donc voilà, donc c'est pas forcément. Bon, bien sûr, comme tout système, c'est un coût. Donc voilà, c'est un coût neutre pour le syndicat, c'est un service qu'on offre. Mais bon, le système, le développement et l'utilisation a un coût. Donc voilà, ça sera. Pour l'instant, bien sûr, pas sur toutes les bouteilles, mais on met en route. Dans le temps. L'outil existe. Bon, alors ça, c'était la première bonne nouvelle. Donc, deuxième bonne nouvelle. Alors, on vous connaissait, le syndicat général des Côtes-du-Rhône, pour avoir engagé en 2014, je crois, une démarche sur la charte paysagère qui était une démarche très intéressante, qui a permis de montrer à quel point la viticulture pouvait être un véritable atout pour nos paysages et comment travailler de manière tout à fait cohérente entre le vigneron, les paysages, les acteurs du paysage aussi sur ces terrains-là. Vous êtes allé encore plus loin puisque c'est en 2019 que vous avez lancé un plan stratégique environnemental. Vous pouvez nous en parler? Je crois que l'idée, c'est là aussi auprès de vos adhérents d'emmener, parce que 4000 producteurs, c'est aussi une responsabilité, d'emmener tout le monde vers un chemin plus vertueux. C'est l'objectif, vert et vertueux, vert et vertueux, environnemental. Je pense qu'on a été précurseur en 2014 avec cette charte paysagère qui est d'abord un recensement de l'ensemble de notre potentiel, du point de vue environnemental, paysager. Donc on a fait un gros boulot de recensement des différents types de paysages qu'on a sur notre vaste appellation, donc qui tient sur un secteur très large, sur des typicités de sol, d'environnement qui sont différents. Donc l'idée, c'était de faire un recensement de ce qui existe pour avoir un point de départ de préservation, en fait. C'est-à-dire, on se dit, on se sensibilise tous sur le potentiel qu'on a, la diversité qu'on peut proposer. L'écrin dans lequel on travaille. Donc, déjà, on l'apprécie, on le diagnostique, on l'apprécie, et là, vous passez à l'action. Et on peut sensibiliser tout le monde, y compris nous, vignerons, parce que, cet environnement, c'est notre bureau. Donc, parfois, on pense plus à travailler qu'à observer ce qui se passe autour de nous, malheureusement, parce qu'on est pris par le boulot. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser aussi nous, producteurs, sur la beauté de notre cadre de travail et de notre outil de travail, pour sensibiliser encore plus sa protection et sa valorisation, quoi. Oui, généralement, ce sont des bons leviers pour faire adhérer les gens à une démarche commune, de passer aussi par effectivement des choses comme la beauté plutôt que la menace ou la redevance ou la punition. Voilà. Donc là, c'était plutôt c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Et donc, juste pour oui, allez-y. Juste, c'était aussi donc il y avait le volet identification des différents paysages qu'on avait, et l'autre aspect qui était pour moi très important aussi, pour nous tous qui avons porté ce projet, c'était mettre en commun les bonnes pratiques qui sont déjà faites, parce qu'il y a déjà des choses qui se font naturellement, et collecter les choses pour qu'on puisse faire avancer tout le monde plus vite, quoi. Par exemple, à Sainte-Cécile-les-Vignes, je parle de Sainte-Cécile parce que c'est mon village, on avait beaucoup de cabanons de vignes. Toujours beaucoup de cabanons de vignes qui font partie du paysage, donc c'est vraiment des éléments patrimoine viticole importants, mais qui avaient tendance à se dégrader. Parce que ils étaient plus vraiment utilisés. Parce qu'il faut s'occuper de l'entreprise, parce que voilà.
Et donc, on a réussi à sensibiliser les pouvoirs publics sur une capacité à restaurer ces bâtiments, parce que le problème, quand le toit est tombé, il faut Oui, un ça permis de s'abîme. construire et on est en zone non constructive, donc c'est délicat. J'avais On a oublié été, ce on a été un peu, détail. on a été un petit peu coincé. Donc, en discutant avec les services du patrimoine, avec un certain nombre de parties D'accord. prenantes dans la chaîne de Oui, de la réflexion, préservation du patrimoine. on a réussi à mettre en place un protocole pour, avec un certain nombre d'engagements, que ce soit pas habitable, enfin voilà, mais qu'on puisse remettre en état ces cabanons à l'identique pour qu'ils gardent leur vocation paysagère Et donc de valoriser le patrimoine qui se Exact. trouve sur ces vignes et qui effectivement participe au paysage. Alors, simplement, qu'on arrive quand même à ce qui se passe là maintenant, parce que là maintenant, c'est important, cette charte, ce plan stratégique. Donc, moi, j'ai cinq points. Le premier, c'est l'introduction des mesures agro-environnementales, ce qu'on appelle les MAE, dans le cahier des charges AOC. Vous pouvez nous en dire 2 mots. Vous avez un cahier des charges, évidemment, pour l'appellation. Oui, donc appellation d'origine contrôlée, ça veut dire cahier des charges de production. Donc un cahier des charges qui établit des règles de production qui sont strictes, mais je pense nécessaires pour garantir un profil de vin, une qualité, voilà, un certain nombre de choses. Il faut une exigence pour faire du bon. Donc ce cahier des charges est souvent très difficile à faire évoluer parce que c'est un peu le marbre et voilà, donc c'est un bien et un mal aussi parce que ça évolue pas vite, mais aussi ça permet de graver dans le marbre nos façons de faire et nos protocoles. Tout à fait. Mais là, vous avez réussi donc à changer un petit alinéa. C'est ça. En fait, suite à la loi Egalim, qui a eu aux discussions sur la loi Egalim en 2018, il y a eu une vraie sensibilisation de la société sur l'environnement, de l'impact de chacun sur l'environnement, et donc il y a eu une certaine facilité au niveau de la modification des cahiers des charges, notamment en intégrant la capacité d'y intégrer des MAE. Donc nous, au syndicat des Côtes-du-Rhône, on a décidé d'intégrer, alors c'est pas encore validé, mais c'est en route concrètement, c'est d'intégrer la limitation de l'utilisation des désherbants chimiques avec l'interdiction de désherber les tournières. Ce qu'on appelle les tournières, c'est quand on tourne avec le tracteur au bout on sort de la rangée de vignes et il faut pouvoir manœuvrer avec le tracteur pour pouvoir prendre la rangée d'à côté. Donc là, il y a une zone libre qui n'est pas plantée, mais qui ne sera plus désherbée chimiquement. On peut le faire mécaniquement, de la tonte, on peut faire plein de choses. Donc on étend un peu l'air du non au chimique. Voilà, c'est ça. Et ensuite, toute la zone plantée, c'est-à-dire la zone où concrètement on a des rangées de vignes, dans cette partie-là, on limite l'utilisation du glyphosate, du désherbant chimique. Vous l'avez dit. Je l'avais pas dit. Mais ça ne concerne pas que le glyphosate, ça concerne tous les désherbants. Ça concerne tous les désherbants. Le débat est beaucoup sur le glyphosate en ce moment, c'est pour ça que j'ai un peu fourché. Et donc, on limite sur cette zone plantée à 50% de la surface traitée. D'accord. Donc, l'un dans l'autre, on projette qu'au maximum, dans les Côtes-du-Rhône, on ne pourra pas mettre plus de... Enfin, on aura 65% de la surface des vignes qui ne seront plus désherbées chimiquement. Mécaniquement. C'est ça. Ou pas désherbées du tout. Ou pas désherber du tout. Enfin, après, tout est possible. Tout est possible. Deuxième point, c'est le déploiement de la HVE. Alors, on en a beaucoup parlé, la haute valeur environnementale. Vous avez décidé de le déployer de manière collective. C'est ça. Alors, comment on fait quand on s'engage sur, j'imagine, niveau 3 Oui, c'est... Alors, je ne sais pas si... Enfin, il y a plusieurs niveaux dans la certification HVE. Nous, on est parti sur le principe de mobiliser nos troupes pour aller vers le HVE 3. Oui. Donc le HVE 3, c'est une obligation de moyens et de résultats, si on simplifie très fortement les choses. Et ça permet aussi de pouvoir revendiquer le HVE sur nos produits in fine, c'est-à-dire pouvoir mettre un logo HVE sur nos bouteilles de vin, quoi. Donc on est parti sur le principe que HVE 3 était plus logique parce que ça permettait d'avoir une reconnaissance aussi auprès du producteur, quoi. Donc ça veut dire que concrètement, du consommateur. Vous avez une structure collective qui permet de dire tous ensemble, on se lance dans cette démarche HVE, on suit des formations ensemble. C'est ça l'idée? Alors oui, c'est ça. En fait, les initiatives. C'est en fait de proposer une certification collective à nos adhérents, portée par le syndicat général et les services du syndicat général et l'organisme certificateur. Et cette approche permet
comment dire, de dédiaboliser la Oui, certification. oui, parce qu'on peut se dire Parce encore une. on peut dire, voilà, c'est machin, je vais avoir un contrôleur qui vient, donc ça, ça peut parfois, voilà, ça peut parfois inquiéter. Découragé. Ouais, inquiéter, décourager, non, mais inquiéter, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer ce service à nos adhérents, en leur disant, voilà, on va faire ça de façon collective. Ça coûtera moins cher parce que c'est collectif, Bah oui, c'est un c'est ça. intérêt Le aussi. collectif, c'est moins cher. Ça, c'est un truc qu'on sait dans le monde agricole. C'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est moins cher, ça sera théoriquement un peu plus rapide en termes de contrôle parce que le canevas sera bien connu et voilà. Donc on aura une facilité à, Donc on va être travailler. Quoi. Plus rapide, plus efficace, moins cher, plus sympa parce qu'on est ensemble. C'est ça. Enfin, voilà, on est dans une démarche collective. Aujourd'hui, on a 365 exploitations qui ont déjà obtenu le label. Ça représente 8000 hectares dans l'appellation. C'est pas mal. Il y a encore, sur 4000, il y a encore du chemin, mais c'est déjà bien. Troisième point, Denis, là on parle de biodiversité, on est vraiment dans le cœur du sujet environnemental. Comment on valorise, comment on développe, comment on préserve la biodiversité dans les vignobles de l'appellation Côtes-du-Rhône. Alors, ce sont des partenariats qui se lient avec des associations type environnementales, abeilles, chauves-souris, oiseaux. Enfin, on essaye de créer, on a créé des liens. Et l'idée, c'est de faciliter le dialogue entre des opérateurs du terrain et ce type d'organisation, d'être un peu un acteur, un moteur de cette dynamique pour faire de la mise en relation entre ceux qui sont intéressés par la démarche, les producteurs qui l'ont déjà faite, en disant voilà un retour d'expérience, histoire d'être plus efficace aussi dans le mouvement, quoi, enfin dans le changement. Donc en fait, concrètement, je sais pas, on met des haies, on crée de l'habitat. On met des nichoirs à chauves-souris. Moi, je vois, enfin, l'exemple terrain, c'est en vigne, on a un gros souci avec les pyrales, donc les vers de la grappe, qui sont assez virulents sur certains secteurs. Il y a des petits prédateurs qui les aiment beaucoup, c'est ça ? Il y a des petits prédateurs qui les aiment beaucoup et qui nichent dans des haies. Donc, ce sont les chauves-souris, les chauves-souris qui mangent ces papillons pendant leur vol et qui donc du coup les empêchent de se reproduire, de pondre et donc de faire des vers qui mangent les raisins, enfin qui versent les raisins. Et donc on se rend compte que dans les secteurs qui ont été où il n'y a pas de haies, où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a pas de choses pour accueillir ces chauves-souris, on se retrouve, c'est souvent des secteurs où il y a beaucoup de vers de la grappe. Et inversement, là où il y a des haies de cyprès, des choses, voilà, on en retrouve. Donc c'est essayer de faire partager ce discours-là en disant voilà, il faut des habitats viables pour ces auxiliaires. Et donc c'est le cercle vertueux. Et travailler en collaboration effectivement avec des organismes environnementaux dont c'est le sujet et qui sont compétents en la matière, Et on peut se réjouir de voir depuis quelques années, effectivement, on croit que les choses sont opposées, mais en fait pas du tout. Sur le terrain, les agriculteurs et les associations environnementales travaillent souvent ensemble pour justement réfléchir aux habitats. Vous êtes, comme vous le disiez, vous avez un bureau extraordinaire, celui qui est la nature, et donc ce dialogue, vous au sein du syndicat, vous le travaillez quotidiennement avec des partenariats à long terme. Cette charte paysagère dont on parlait tout à l'heure, vous avez décidé de la poursuivre. C'est vrai que ça ne s'est pas arrêté du jour au lendemain parce que le plan stratégique arrivait. C'est un gros projet de fond. C'était pas juste, voilà, on fait 4 photos avec. C'était vraiment un projet de fond. Oui, parce que vous avez fait des photos quand même. On a fait des très beaux livres, magnifiques. Je me suis dit, tiens, c'est pas pour moi. Non, mais je vous en trouverai un. C'est le mien, il est tout annoté, donc je vais le garder. J'écris pas bien. Cette charte paysagère et environnementale, ça a été le début de quelque chose, et maintenant il faut l'entretenir et l'accompagner, le développer, quoi. On sait que les attentes sociétales sont justifiées et on est tous citoyens, donc ça nous parle, quoi. Donc, bien sûr. On sait que les choses vont évoluer, probablement dans le sens toujours un peu plus exigeant, quoi. Donc c'est à nous aussi de nous adapter. Le travail de la charte, c'était recenser les choses positives qui se font sur le terrain et de les mettre en commun, de les mettre en lumière, de les mettre en commun. Parce qu'après, je pense que si on arrive à expliquer à nos clients et consommateurs tous les efforts qu'on fait, ça payera, quoi. Vous nous le montrez quand même, ce livre ? On peut. À la caméra. Alors, je ne sais pas quelle caméra, celle-ci, Laurent, celle-ci.
Donc si vous prenez par exemple, vous voulez que je le montre? Et je vous laisse faire. Il y a des jolis. Poursuivre, je vais montrer. Je vous le vole pas. Vous savez faire deux choses. Vous savez faire deux choses en même temps. Moi, j'y arrive pas. Eh oui, je sais. Qu'est-ce que vous voulez? Ah ben c'est celle-ci. Du coup, c'est l'autre caméra. Et le 5e point, le dernier, mais ça c'est ce qui est en route. Vous êtes en train de rédiger un guide de recommandations environnementales. Voilà, je montre. Cet ouvrage. Donc, ce guide de recommandation, là aussi, c'est donner des informations pratiques et accompagner donc vos adhérents dans tout ce qu'on peut faire aujourd'hui pour travailler de manière harmonieuse avec son environnement. Oui. C'est mettre en avant tout ce qu'il est possible de faire et accompagner les gens dans une démarche vertueuse, quoi. Alors, ça peut être le HVE, ça peut être un accompagnement, voilà. Ça peut être la bio. Parce que l'agriculture bio aussi a du sens. On a aussi des Côtes-du-Rhône bio. Voilà, donc c'est un élément qui est petit pour l'instant, enfin, qui représente 10-11% des Côtes-du-Rhône. Le HVE représente 15% déjà, au bout de la première année de certification. Donc c'est énorme. Il faut dire que les vignerons ont été les premiers à s'engager sur cette certification HVE. C'est ça. Donc je trouve qu'on a très bon. Les chiffres ne sont pas encore définitifs parce que la récolte 2020, on est encore en mode enquête et perspective, on n'est pas sur les déclarations encore, mais en gros, on a 15% de HVE sur les Côtes-du-Rhône 2020 et on a 10-11% de bio. Donc je pense que ça fait plus d'un quart de la production qui est entre guillemets labellisée environnementale ou bio. Donc je trouve que c'est déjà un très bel effort. Mais l'idée, c'est vraiment de proposer des outils pour accompagner les gens, leur faciliter la tâche sur cette approche environnementale. Par exemple, on utilise aussi l'outil informatique. On a cartographié l'ensemble des parcelles des Côtes-du-Rhône liées à l'exploitant. Et en fait, chaque exploitant peut visualiser graphiquement l'ensemble de ces parcelles et par exemple faire des requêtes pour savoir quelles sont les zones non traitées, cours d'eau par exemple. Parce qu'il y a une réglementation qui dit voilà, il y a des produits qui sont à ZNT 50 mètres, 20 mètres, 10 mètres, ça dépend du type de produit. Le vigneron a un outil d'analyse de la qualité environnementale de son environnement. En tout cas de l'impact des règles environnementales sur son fonctionnement. C'est-à-dire, j'utilise un produit, je sais pas, même du cuivre, qui est un produit naturel. Il y a des règles d'application aussi, avec des zones de non-traitement éventuellement. Et en fait, on peut visuellement, si vous avez un cours d'eau qui est là, vous avez la bande de 20 mètres, la bande de 50 mètres qui est identifiée, et vous voyez si votre parcelle est dans cette bande-là ou pas. D'accord. Donc vous pouvez raisonner vos traitements, vos produits de traitement en fonction de cette information-là. Ok. Bon, est-ce qu'on pourrait dire que le syndicat des Côtes-du-Rhône, alors c'est la deuxième appellation en France, je crois, après appellation d'origine. Voilà. Bon, après Bordeaux, il faut le dire. On peut dire que vous êtes le premier en matière d'engagement environnemental. En tout cas, ça fait quand même déjà pas mal de temps qu'on vous suit et qu'on voit à quel point vous êtes impliqué sur ces démarches. Alors, on a des petites appellations par chez nous qui sont très... Mais bon, on a 40 vignerons. Alors, c'est facile avec 40 vignerons de faire des appellations 100% bio, 100% HVE, ça va venir. 4000 producteurs, c'est quand même une sacrée troupe à organiser, mais c'est vraiment, je dirais, un volet, un axe stratégique du syndicat depuis quelques années déjà, et sur lequel vous y allez franco. Avec on essaye de faire du mieux qu'on peut. Eh bien, bravo. Merci beaucoup, Denis Guttmiller. Merci pour l'invitation. Merci à tous. La journée de MedAgri, les rendez-vous Tech & Bio continue. Donc, vous allez retrouver les conférences sur les plateformes. Je crois aussi qu'on a des conférences en direct sur les Facebook. Oui, on a des Facebook Live, cet après-midi. On a des conférences en direct sur les chaînes YouTube. Voilà, merci à tous d'être avec nous. À bientôt. Bon retour à Sainte-Cécile. Et je vous renvoie le livre quand même. Merci.